Je m'appelle Cyprien Goldstein. Alors effectivement, c'est une thèse, CIFRE en troisième année à Orange. Donc je travaille dans le cadre du projet SingIn, qui est un annuaire pour les objets connectés et non connectés, à l'internet, enfin avec pour vocation l'internet des objets. Donc mon directeur, c'est Michel Urfin. Peut-être qu'il est connecté, peut-être pas. Et mes encadrants techniques côté Orange sont Philippe Répin-Parvedy et Thierry Coupaille. Donc aujourd'hui, on va parler de bases de données, et notamment de comment on fait de l'équilibrage dans une BDD dont les données sont partitionnées par la géographie. Cette présentation, pour moi, elle est un peu étrange, parce que quand je parle de mes travaux, généralement, je parle de partitionnement de graphes. Mais en fait, ce qu'on s'est rendu compte, à force de travailler sur nos données, c'est qu'en réalité, un bon partitionnement géographique ou géométrique, va donner des bons résultats si on regarde les choses d'un point de vue du partitionnement de graphes. Quand bien même la cible, finale, c'est le partitionnement de graphes, je fais du partitionnement géométrique. Et au cours de cette présentation, pour aller plus vite, pour sauver et gagner du temps, je parlerai quasiment pas de graphes. Tout ce que vous avez besoin de savoir, c'est que globalement, on travaille avec des données donc géographiques qui vont couvrir un large espace d'une grande région, un pays, jusqu'au planisphère, à la world map entière. Et on va avoir donc des hautes densités variations de densité. Donc on va avoir l'équivalent des déserts où il y a peu, voire pas d'informations du tout, et l'équivalent des métropoles avec des concentrations extrêmement fortes sur des points locaux. Pour mieux comprendre ce qui se trame dans nos travaux, je vous propose d'abord de revenir sur ce qu'on a fait avant, sur notre notre première solution, qui était donc ISP appliqué à des graphes, et c'était donc une solution qui, elle, visait un contexte d'analyse et non pas de BDD. C'était basé sur Inverse Space Filling Curve Partitioning, ISP, qui est une solution qui a été créée en 1994 par Pilkington et Baden, et c'est une solution à l'origine donc de partitionnement géométrique. Cette solution s'appuie sur l'utilisation des Space Filling Curves. Donc elles ont été inventées par un certain Peano en 1890, abrégé SFC. Et l'idée des SFC, c'est que ce sont des mappings qui permettent, alors basés sur les fractales, la récursivité et la similarité, et donc elles permettent de traduire un univers pluridimensionnel, multidimensionnel, en un univers unidimensionnel. Les SFC, c'est important, elles sont connues et utilisées pour leur capacité à préserver la proximité des points multidimensionnels en unidimensionnels. Et le bon point avec ces courbes, pour finir, c'est qu'elles ne sont pas chères. Elles ne sont pas chères à calculer, ce qui fait qu'on peut les utiliser notamment pour des vocations de partitionnement, parce qu'elles sont faciles à recalculer. Ah oui, alors, juste ici, les exemples que je vous ai donnés, vous avez à gauche la courbe de Hilbert, ici vous avez la Z-order curve, et ici vous avez la courbe de Peano qui est la première à avoir été créée. Quand je vous parlais de préservation de proximité spatiale, à gauche vous avez l'exemple de la Z-order curve, et comme vous le voyez, quand vous faites la transition entre la coordonnée 0,1 et 1,0, qui est l'ordre de passage dicté par la courbe, la proximité spatiale n'est pas préservée parce que les deux cases ne sont pas adjacentes. Si vous regardez l'alternative qui est donc la courbe de Hilbert, vous voyez que de 0,0 à 0,1, on reste adjacent, 0,1 à 1,0, on est adjacent, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Aujourd'hui, on estime que la courbe de Hilbert est la meilleure quand il s'agit de faire de la préservation de proximité spatiale, et c'est ce qu'on utilise, nous, dans notre système, et les autres aussi. Donc quand je parlerai de Space Filling Curve, dans les faits, je parle de la Hilbert Curve. Comment ça fonctionne concrètement, ISP? Ça va avoir la même approche que du partitionnement de graphes à base de streaming. Donc quand on fait du partitionnement de graphes à base de streaming, c'est le seul moment où presque je vous parle de graphes, on va streamer tous les nœuds ou toutes les arêtes du graphe dans un ordre soit défini BFS Breadth First Search ou DFS Depth First Search ou random, et on va assembler les partitions à la volée. Une fois qu'on a tout consommé, on va avoir les partitions qui sont complètes. Ici, c'est la même chose, sauf que l'ordre dans lequel on va streamer les nœuds pour assembler nos partitions à la volée va être défini par la courbe, par la SFC. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une partition qui est vide,
On va la remplir jusqu'à ce qu'elle soit pleine. Et une fois qu'on a terminé avec celle-là, eh ben, c'est simple, on passe à la suivante. Une fois qu'on a terminé cette opération avec toutes les partitions, chacune des partitions va couvrir un espace, un intervalle continu sur la courbe unidimensionnelle. Et grâce à la Space Filling Curve, en réalité, un intervalle continu sur la courbe unidimensionnelle, en réalité, ça correspond à une surface continue dans l'espace multidimensionnel. Donc c'est ce qui est montré sur la figure à droite. Ici, vous avez l'équivalent de la courbe en une seule dimension, donc une ligne. Vous avez un intervalle continu avec ce bloc, cet intervalle rose foncé. Et en réalité, donc, ça map sur une surface qui elle-même est continue, mais cette fois-ci en multidimension. Ça fait que, par conséquent, les données qui sont proches dans l'espace multidimensionnel se retrouvent proches sur la courbe et sont donc groupées ensemble et finissent sur la même partition et donc ultimement sur la même machine. Pour la distribution, c'est exactement ce qu'on veut. Donc là, l'exemple se poursuit en rajoutant des partitions. On voit qu'on suit toujours l'ordre par la courbe. Là, donc, on s'intercale juste après la partition précédente, donc ça fait qu'on démarre au même point, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Maintenant, ça c'était ISP dans sa version analytique. Et autant ça a donné des très bons résultats, autant il y avait quand même un problème inhérent à cette solution, c'est que c'est basé sur du streaming. Et le streaming, eh ben, c'est pas compatible avec les BDD, parce qu'en fait, si vous faites du streaming, vous allez limiter votre capacité en écriture à une seule machine, ce qui n'est pas acceptable pour des raisons de sécurité, ce qui n'est pas acceptable pour des problèmes de hotspot. Et il faut sortir du streaming pour que ISP fonctionne. Là où ISP est intéressant, c'est que contrairement à des stratégies existantes de partitionnement de graphes à base de streaming, ISP, on peut l'adapter donc à un contexte de BDD. Maintenant, on va attaquer mes travaux actuels. Donc, c'est qu'on a choisi d'appeler ISP-R pour ISP Refinement. Alors, ça pourrait aussi ISP-R de Rebalancing. Il faut encore qu'on se décide là-dessus, c'est pas très grave. Mais la cible à la fin, c'est vraiment les bases de données. Alors, qui dit système distribué, dit base de données distribuée, dit système distribué, dit qu'on a un cluster avec des membres. Donc, il va falloir définir certaines petites choses. Chaque membre ici a une capacité. La capacité, c'est une valeur absolue, c'est le nombre maximum d'informations, d'unités de stockage qu'un membre peut avoir. Sa charge absolue, c'est le nombre maximum de données qui sont actuellement stockées. Enfin, sa charge absolue. Pourquoi j'ai mis maximum? C'est une typo qui est nulle. Donc, la charge absolue, c'est le nombre de données actuellement stockées sur un membre. Et la charge relative, c'est donc le ratio entre la charge absolue et la charge et la capacité actuellement sur un membre. Les systèmes distribués aujourd'hui, ils sont souvent composés avec des machines hétérogènes. Ça, c'est important parce qu'on pourrait avoir une configuration où, par exemple, on a deux machines, admettons A et B. La première a une capacité de 200 et la deuxième a une capacité de 600. On a 100 unités stockées sur chacune. D'un point de vue absolu, les deux partitions vont stocker le même nombre d'informations. Mais sur l'effort proportionnel qu'elle donne pour stocker ces informations, il y en a une qui va utiliser 50% de son espace de stockage, quand l'autre va en utiliser uniquement un sixième. Donc, pour contrer ce problème-là, nous, on rajoute une notion qui est celle du balance load, où on va faire le total de toutes les capacités, le total de toutes les charges du cluster, et donc on va définir le balance load. Donc ça fait qu'on a au total 800 de capacité et 200 de charge, donc en réalité, le balance load équivaut à 25%, ce qui veut dire qu'on devrait utiliser 25% de la partition A, donc ça nous donne 50, et 25% de la partition B qui a 600 unités de stockage, et donc là ça nous amène à 150. Tout va bien, je ne me suis pas trompé dans mes maths. Tant que chaque membre respecte cette notion de balance load, je parle aussi de fair load pour dire que c'est équitable, la base de données entre dans un état équilibré. En pratique, cependant, une BDD, voire même un système parfaitement équilibré, ça n'existe pas. Soit parce que c'est lié au fait que les données sont impossibles à équilibrer complètement, ça se joue pas à grand chose, soit c'est lié à des distributions, c'est lié à du random,
il y a un équilibre parfait, ça n'existe pas. Donc nous, ce qu'on a choisi, c'est de l'accepter et de le formaliser avec un facteur d'imbalance, qu'on appelle IF, et on voit ça, nous, comme un ratio de tolérance. Donc chaque membre doit respecter préférablement le balance load, mais peut s'en écarter avec plus ou moins le facteur d'imbalance. Ce que ça donne avec des chiffres, simplement, c'est qu'en admettant qu'on a un balance load qui soit 30% pour l'intégralité d'un cluster et un imbalance factor de 20%, ça veut dire que chaque membre doit avoir une charge relative entre 24 et 36%. Maintenant, dans ISP, on utilise un anneau. Donc les anneaux, c'est une structure extrêmement utilisée. Enfin, c'est présent dans plein de systèmes peer-to-peer, dans les DHT. Il y a aussi des BDD qui utilisent déjà des stratégies à base de ring. Le premier point, quand on fait un anneau, c'est de décider quel est le key space. Dans notre cas, le key space, c'est la partie unidimensionnelle de la space filling curve. Chaque membre va, tout comme dans la version précédente d'ISP, posséder un intervalle continu de cet anneau, et savez que par conséquent, il va être en charge de stocker les données qui appartiennent à cet intervalle de l'anneau. Chaque membre est également associé à un prédécesseur et successeur de manière à pouvoir naviguer dans la structure et former une topologie. Tous ensemble, les membres vont couvrir l'intégralité de l'espace de l'anneau et former notre partitionnement. Comment est-ce que ça se diffère concrètement de la version précédente d'ISP? C'est principalement sur la notion d'équilibre, c'est qu'en fait, dans la version d'ISP analytique, l'équilibrage, on le faisait avant. On le faisait en amont. Parce qu'en fait, on faisait notre partitionnement et on savait déjà quel était le dataset qu'on voulait équilibrer et quel était le nombre de partitions qu'on voulait à la fin. Donc ce qu'on faisait, c'est qu'on calculait d'abord quelle était la capacité des partitions, de manière à ce que dès qu'une partition est remplie, elle atterrit déjà dans un état équilibré et on n'a aucune question d'équilibrage à se poser en fait. Vu qu'on est dans un contexte de BDD et que quand on démarre une BDD, on ne sait pas combien d'informations il y a dedans, bah, cette information ne l'a pas, donc on est obligé d'équilibrer à la volée, et au lieu d'avoir des capacités de partition qui sont précalculées, ici elles sont arbitraires, dépendantes de la qualité du matériel, mais on ne les décide pas, on travaille avec, c'est différent. Donc on a un anneau. On a un anneau dans lequel on va avoir des informations qui vont arriver et il va falloir équilibrer tout ça à la volée de manière à ce que notre système fonctionne bien. Pour ajuster la charge dans l'anneau, ce qu'on va faire, c'est que chaque partition va être capable de déplacer son intervalle sur l'espace de l'anneau de manière à voler de la charge aux partitions qui lui sont adjacentes. C'est-à-dire que une donnée, un record sur l'anneau, on ne peut pas le déplacer. S'il a la position 1, 2, 3, 4 dans l'anneau, cette position ne peut pas la changer parce que si vous modifiez cette position, vous modifiez la donnée elle-même, ce qui n'est pas tolérable, c'est pas possible. Ce que vous faire par contre, donc, c'est déplacer les intervalles. En admettant que j'ai une partition A et une partition B, la première s'occupe de l'intervalle entre 1 et 100, la seconde de l'intervalle entre 101 et 200. Si vous déplacez l'intervalle de A de manière à ce qu'elle couvre de 1 à 120, ça veut dire que vous avez volé 20% de l'intervalle de B, et cet intervalle qui précédemment appartenait à B se retrouve dans A, et que donc les données qui étaient présentes auparavant dans B vont également être déplacées dans A. Donc c'est une stratégie de vol. On consume une partition de manière à lui voler de la charge. Les opérations de consommation ou de vol ne peuvent être exécutées que sur le successeur, donc vers la droite dans l'anneau. Elles ne sont exécutables qu'entre voisins, et elles sont exécutées uniquement soit parce que la partition qui initie le vol de charge est sous-chargée. Donc ça veut dire que par rapport à la formule balance load avec le imbalance factor et compagnie, elle est en deçà, donc elle serait en dessous des 24% si on repense à l'exemple que j'ai donné précédemment. Ou alors parce que la partition à laquelle on vole de la charge, elle, est justement en surcharge, donc elle est au-dessus du seuil critique, et il faut lui retirer ce surplus d'informations.
Les opérations d'équilibrage sont faites en parallèle dans le cluster et globalement, c'était un beau casse-tête, mais ça fonctionne. Donc à coup de verrou et d'exclusion mutuelle, tous les agents, donc tous les membres de l'anneau, vont s'équilibrer en simultané. Ça, c'est important parce que qui dit une BDD dit un système décentralisé, parce que les systèmes centralisés et les BDD ne font pas bon ménage, dans le sens où là encore, on a des problèmes de sécurité, des problèmes de hotspot, donc il faut décentraliser au maximum et c'est faire en sorte que chaque membre puisse travailler en parallèle. C'est une manière de répondre à ce problème. Maintenant, je vous propose une vue de l'anneau par l'espace de clé. Donc chaque colonne, ça va correspondre à une adresse sur l'espace de clé. Les colonnes sont indivisibles et chaque bloc, ça correspond à une unité d'information. Donc plus la colonne est haute, plus ça veut dire que la colonne va être lourde en données. On a une configuration simple, on a 4 partitions. Et ce qu'on peut voir en haut à droite, c'est que ici, en fait, j'ai représenté leur charge relative, et on peut voir que globalement, elles sont toutes la même charge, donc elles sont équilibrées. Soudainement, il y a énormément d'enregistrements qui vont tomber dans la partition rose dans cette section. Donc voilà, j'ai rajouté des blocs pour visualiser la chose. Et ça fait que naturellement, la partition rose, eh ben, sa charge relative va augmenter. Elle est donc plus équilibrée par rapport au reste. Quand on va appliquer ISPR, où on va déplacer les intervalles, on va déplacer les partitions sur l'espace de clé pour rééquilibrer, ça va donner ça. Donc je reviens en avant, enfin en arrière, en avant. On voit que la partition rose, son espace s'est rétréci, tandis que l'espace des autres partitions, lui, a augmenté. Ça fait que naturellement, la charge de la partition rose a diminué et celle des autres a augmenté. On est arrivé vers un nouvel état à l'équilibre. Je vais vous parler maintenant des quelques résultats qu'on a obtenus dernièrement. Alors d'abord, vous reparler un peu de l'évaluation. Il y a des choses qui ont été faites en mode statique, mais ça c'était pour tout ce qui était lié à l'évaluation en mode graphe, donc ça je vous en parle pas. En mode dynamique, l'objectif ici était vraiment de voir les capacités de rééquilibrage du système, et on a travaillé d'abord avec un anneau qui était vide, dans lequel on ne stocke aucune information, et dans lequel on va faire des itérations, dans lequel on va charger le graphe, les données progressivement, faire du rééquilibrage et prendre des mesures intermédiaires pour voir ce qui se trame. Donc les données ont été chargées de manière aléatoire uniforme en 10 itérations. Donc à chaque fois, on va charger 10% additionnel des données totales. On exécute ISPR, on attend qu'il se stabilise et donc qu'il n'effectue plus aucune modification, ce qui veut dire qu'il a fini son job. On prend les mesures et on fait ça une fois qu'on a bouclé avec tout le graphe. On a fait cette stratégie avec différents datasets et différentes mesures de déséquilibre. Et là, aujourd'hui, on peut en tirer quelques premières conclusions. Et la première, qui est très bonne, c'est que les performances entre ISP et ISPR sont très similaires. Ce qui est en soi une bonne nouvelle parce que, à mon sens, le contexte de la BDD est plus dur à gérer que le contexte de l'analytique. Et c'était pas garanti qu'on arrive à avoir des performances similaires. Donc ça c'est une bonne chose. Ce qu'on a remarqué, c'est que, alors, il y a encore d'autres choses du point de vue graphe, mais bon, comme je vous en parle pas, voilà. Au niveau de l'imbalance, plus on rajoute de l'imbalance, plus on réduit le coût de migration lié au rééquilibrage du système, ce qui est un point qui est important parce que ce genre de stratégie, je ne suis pas le premier à y réfléchir. Il y a déjà des gens qui ont planché sur ce genre de sujet. Et le reproche qu'on fait à ce genre de système d'équilibrage, c'est que le coût des migrations d'équilibrage, on parle de migration wave, donc de vagues de migration, a tendance à être un peu exorbitant. Et en fait, ça fait que le système ne passe pas à l'échelle et ne peut pas être utilisé d'un point de vue industriel. L'imbalance permet de pallier à ce problème-là. Qui plus est, on a encore un atout dans notre manche pour pallier à ce problème. Donc nous, on est en sécurité. Je pense qu'on est en sécurité sur ce problème-là. On pensait que le système était vulnérable au chaos.
parce que encore une fois, tous les membres, toutes les partitions vont travailler en parallèle pour essayer de se rééquilibrer. Donc selon que ce soit l'ordre ABC ou CAB ou CBA, on peut avoir des résultats différents. C'est vrai, mais pas là où on pensait, dans le sens où globalement, l'ordre d'exécution des partitions va impacter sur les résultats, mais de manière assez limitée. C'est plus l'initialisation du cluster qui va poser problème. Enfin, poser problème en sens où on va avoir les plus grandes amplitudes de performance à la fin. Ça, il y a des choses éventuellement à travailler dessus, mais je suis pas sûr qu'on puisse y faire grand-chose. C'est en tout cas les conclusions qu'on a pour l'instant. On avait fait aussi des tests sur la volatilité globale du système. Ici, alors la courbe de gauche, en gros, elle montre la quantité de données qu'on déplace à chaque fois qu'on ajoute à nouveau 10% dans le système. La bonne nouvelle, c'est que c'est linéaire. Donc ça veut dire, pour vous donner des chiffres, on travaille avec un graphe qui fait 50 millions de nœuds. Oui, 50 millions de nœuds. Donc ça veut dire qu'on les charge 5 millions par 5 millions. Et ça veut dire que ce soit la première ou la dernière itération, qu'on rajoute 5 millions, on va déplacer la même quantité. Ce que ça indique, c'est qu'au début, les données sont très volatiles, et à la fin, les données vont bouger de moins en moins. Et ça, c'est ce qui est montré par la figure à droite, où cet axe-là va correspondre en fait au pourcentage de données et le nombre de fois qu'elles ont été migrées. C'est-à-dire que pour la première itération, donc quand on charge les 10 premiers pourcents de nos données, on va avoir une très large majorité de nos données. La souris, j'ai perdu ma souris. Ah, là. La très grande majorité des données va être déplacée plus de 6 fois, donc va être migrée dans plus de 6 partitions différentes au cours de la première étape. Si on regarde à la fin, la majorité des données va être déplacée soit 0 fois, soit 1 fois dans la dernière itération, donc quand on passe de 90% à 100% de charge du graphe. Ce qui est normal parce que ça veut dire qu'on atteint une charge critique qui fait que globalement, les partitions sont déjà bien positionnées, donc il n'y a plus besoin de changer énormément de choses. Et c'est globalement la fin de ma présentation, donc je vous remercie.